pourquoi la vie a inventé la sexualité. Pourquoi, finalement, on n'est pas resté au stade où on se reproduisait par scisparité, c'est-à-dire on se divise en deux, on se divise en deux, on se divise en deux, comme le faisaient les bactéries au début. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre à quoi ça sert. Parce qu'on aurait pu se rester à ce niveau-là, et pourquoi la vie a inventé ça, pourquoi elle a créé ça, en créant autant de problèmes. Comme disait Coluche, qui était un de mes philosophes préférés, j'ai souvent dit que j'allais écrire des évangiles selon saint Coluche. Donc Coluche disait, être en couple, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et on voit d'emblée que la sexualité, elle a une fonction, c'est d'évoluer plus vite, et de mettre un défi. Et puis, vers 500 millions d'années apparaît la reproduction sexuée, et la reproduction sexuée, c'est véritablement le début, le coup d'envoi des véritables démarrages de l'évolution des espèces. À partir du moment où vous êtes en reproduction sexuée, vous êtes en permanence, à chaque génération, vous croisez 50% des informations. Donc au lieu d'avoir simplement une information que vous donnez aux générations suivantes, eh bien vous croisez les informations. Et c'est donc toute la problématique du défi de faire partie de quelque chose qui vient à 50% d'un côté, 50% de l'autre, et de devoir gérer ultérieurement de la même manière, soi-même avec 50% d'autres. À quoi ça sert dans l'œuf le masculin et à quoi ça sert le féminin? Donc, chez les souris, il fait quoi? Il prend un ovule. Et dans l'ovule, il féconde l'ovule avec un deuxième noyau d'ovule. Il met deux noyaux d'ovule ensemble, avec quelques manipulations, ça fusionne et ça démarre. Comme ce n'est pas génétiquement viable, ça n'ira pas très très loin, mais on peut déjà voir à quoi ça ressemble tout de suite. Et si on regarde à quoi ça ressemble, eh bien, ça ressemble à ce qu'on appelle en médecine un kyste dermoïde. Voilà, merci. Il y en a qui suivent, c'est bien. Ça ressemble à un kyste dermoïde, c'est-à-dire une masse avec un peu de tous les tissus, des dents, des cheveux, des morceaux d'os, des morceaux de peau, des morceaux de cerveau, et le tout sans aucune forme. C'est-à-dire, il y a un sac avec une abondance de matière, mais aucune structure. Voilà, ça c'est ce que ça donne si on ne met que du féminin. Et le jeune se dit, mais non, on va faire le contraire. Je vais prendre un noyau d'ovule, je vais prendre une ovule, je vais enlever le noyau d'ovule, je vais mettre un premier noyau de spermatozoïde, puis un deuxième noyau de spermatozoïde dans l'ovule, avec le matériel génétique de l'ovule qui est programmé pour faire un enfant, et donc on voit ce que ça donne. Et donc, pareil, développement, réimplantation dans la paroi de l'utérus, comme pour le premier ovule qui a un aspect fécondé, sauf que c'est deux spermatozoïdes ou deux ovules, là c'est deux spermatozoïdes, et qu'est-ce que ça donne à votre avis? Qu'est-ce que ça donne? De la structure. Ça pourrait donner de la structure vide, oui. C'est tout à fait étonnant, parce que si on veut savoir ce que c'est que le masculin et ce que c'est que le féminin, il suffit de savoir à quoi servent les noyaux de spermatozoïdes et à quoi servent les noyaux d'ovules. Eh bien, quand on fait deux noyaux de spermatozoïdes, on trouve du placenta, et que du placenta. Le placenta est nourricier. Ça voudrait dire, quand on prend ça, que dans la fonction génétique, le nourricier est géré, l'approvisionnement est géré par le masculin. Intéressant, hein? Et l'abondance est gérée par le féminin. La fonction du père, c'est de remplir le frigo avec l'insuline, donc d'assurer l'approvisionnement, et que la fonction de la mère, c'est de mettre la nourriture sur la table et de la préparer. Donc ça correspond exactement à ce qui avait été dit dans la fonction insuline et dans la fonction glucagon. On peut rentrer dans une pensée de la complexité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un archétype aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, et que dans la nature, il y a une coopération très très intriquée entre le masculin et le féminin. Il y a du féminin dans le masculin, il y a du masculin dans le féminin, et les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que dans l'utérus, c'est le père qui est le placenta, et c'est la mère qui va donner l'abondance. Mais ça correspond à la réalité, c'est le père qui approvisionne, et c'est la mère qui donne la générosité.
Le père assure la sécurité, la mère donne la générosité. Voilà. Et quand il y a... on voit bien quand il y a dans les modes de fonctionnement des générosités conditionnelles, je fais ça si tu fais ça, et comme j'ai fait ça pour toi, tu dois faire ça. C'est la phrase avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce qu'on a fait pour eux, je me suis sacrifié pour mes enfants, qui sont des phrases merdiques et hautement pathogènes. On ne se sacrifie jamais pour ses enfants, on sacrifie nos enfants pour nous, pour notre égoïsme. Ce qui est très très différent. La sexualité, c'est d'abord un défi qui est donné par la nature pour permettre que la complémentarité fasse un enrichissement. Et avec tous les emmerdements qui, bien évidemment, vont avec, puisque devoir se compléter et s'enrichir de quelqu'un qui est différent, c'est un défi qui est posé à chaque personne, chaque humain. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Je me dis, pourquoi Dieu, ou la vie, comme vous voulez, a été créé comme ça? À quoi ça sert? Et quel sens ça a profondément qu'on soit obligé de passer par le différent, par l'autre, pour se reproduire? Et en plus, tout est fait pour amener au désir. Et tout est fait pour amener au désir pour que ça se passe le mieux. Et que ça puisse arriver à la meilleure solution possible. Alors, regardez, toute la problématique après, dans le couplage des hommes et des femmes, c'est comment ça se passe. Alors, je veux dire que globalement, il y a deux voies. Il y a la voie naturelle et la voie éducationnelle. Je vous laisse réfléchir à quelle est la meilleure. C'est d'être couplé avec un autre le plus différent de soi, pour qu'il soit le plus complémentaire possible. C'est-à-dire que là où j'ai une difficulté, là j'ai une faille, je suis couplé avec quelqu'un qui n'a pas la même faille que moi. Et je discutais l'autre jour avec un de mes amis, Philippe, avec qui on va faire un congrès sur le sens des maladies au mois d'avril, et il disait, avec ma femme, on a deux failles qui se complètent. Elle nourrit ma faille, je nourris la sienne. Enfin, elle compense ma faille, je compense la sienne. Mais si vous êtes semblables, vous ne ferez jamais ça, parce que vous aurez la faille au même endroit. Ça va? Donc, que fait la nature pour arriver à ce que vous coupliez au mieux? Eh bien, il y a une petite expérience qui est très intéressante. C'est l'expérience des t-shirts. Alors on demande à une vingtaine d'hommes de porter un t-shirt le même pendant une semaine, vous voyez, histoire que ça ait une odeur, que ça sente la bête. Et on met des t-shirts dans des sacs plastiques blancs, tous pareils, il y a juste un petit code barre en dessous pour que vous puissiez différencier, mais ils sont accrochés à des clous comme ça, en sacs plastiques, ils sont fermés. Et on demande à un certain nombre de femmes d'ouvrir les sacs et de sentir les odeurs et de coter ce qu'elles pensent des odeurs des t-shirts. Ils vont de 0, je déteste, c'est une horreur, ça me donne envie de vomir, ça sent le pisse, c'est dégueulasse, à 10, où il est, passez-moi son téléphone tout de suite. Voilà, donc, et c'est intéressant parce que la même odeur va être détestée par certaines femmes et adorée par d'autres. Donc pour la même odeur, et on ne sait pas qui c'est. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça, et pour toutes les odeurs, on dit telle femme a telle odeur, telle femme a telle odeur. Et ce qu'on sait, c'est que quand le niveau de cotation est très élevé, et quand on fait des tests génétiques sur l'homme et sur la femme correspondant, eh bien, quand vous adorez une odeur, le groupe HLA, et ce que c'est que le groupe HLA, c'est le groupe tissulaire. Hein, quand on fait des greffes, par exemple, on a besoin d'un groupe HLA le plus semblable possible. L'idéal, c'est une greffe entre jumeaux, entre vrais jumeaux, ça marche à tous les coups. Il n'y a même pas besoin de mettre d'anti-rejet. Entre frères et sœurs, c'est pas mal, entre parents et enfants, ça marche pas mal. Et après ça, il faut donner ce qu'on appelle un donneur compatible, c'est-à-dire semblable. Eh bien, ce que vous cherchez dans l'odeur, c'est le HLA le plus éloigné du vôtre. C'est-à-dire, plus quelqu'un est génétiquement éloigné de vous, plus son odeur vous attire. Moi, je trouve que c'est vachement bien foutu. Moi, quand je vois des couples en consultation et qui se disputent,
et que je vois que c'est tendu, que ça va pas. La première, enfin, pas tout de suite, parce que ça, j'ai l'air d'un mec spécial, et puis c'est pas ce docteur qui pose des questions comme ça, mais assez vite, discrètement dans la consultation, je lui dis, est-ce que vous aimez l'odeur de l'autre? Est-ce que vous aimez son odeur? Si j'ai des réponses du style « Ah, je trouve que c'est un manque de respect incroyable de ne pas se laver avant de faire l'amour », c'est mort. C'est même pas la peine de continuer 1 minute la thérapie de couple, ça ne fonctionnera jamais. Une remarque comme ça, c'est la mort du couple. Ça veut dire que le couple n'a rien à faire ensemble. Si la femme dit « C'est un connard, mais j'adore son odeur », on peut faire quelque chose. Si vous rajoutez un deuxième test, un problème de couple, qui consiste à dire est-ce que vous vous souvenez de la première fois où il ou elle est entré dans votre champ visuel? Hein? Vous savez, vous faites le storyboard. Et vous voyez, et je suis dans une soirée et je le vois ou je la vois, elle est appuyée sur le bord d'une porte en train de discuter avec quelqu'un. Et là, je le vois la première fois. Quand est-ce que la première fois son image a impressionné votre éthique? Ou si vous connaissez depuis longtemps, la première fois que l'image est sortie du global pour devenir spécifique et sortir de l'indifférencié pour remarquer l'image la première fois. Et la question à poser, c'est à ce moment-là, vous l'avez vu, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit quoi? Et la phrase qui va sortir à ce moment-là, vous savez que c'est ça qui va conditionner toute la vie amoureuse, d'un bout à l'autre. Et il y a des gens qui disent « Ah, waouh !» Et d'autres qui disent « Qu'est-ce qui est con, qu'est-ce qu'elle a l'air con ?» Ou bien « C'est un prétentieux » ou bien « C'est une conne » et puis après ça on l'épouse, et puis à la fin c'est une conne ou c'est un prétentieux quand même. Enfin pour nous, parce que on est toujours le con de quelqu'un ou le prétentieux de quelqu'un. Il n'y a qu'une seule bonne raison, c'est parce qu'on s'aime. Et le meilleur moyen de savoir parce qu'on s'aime, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi. À part parce qu'on aime l'odeur. Si vous dites pourquoi tu l'aimes, je ne peux pas le dire. Est-ce que tu aimes l'odeur? Oui. Ça c'est pour premier. Là vous avez le feu vert total. Vous pouvez à peu près penser que ça va fonctionner bien. Une femme ne peut pas comprendre un homme qu'elle ne désire pas vraiment, et un homme ne peut pas comprendre une femme qu'il ne désire pas vraiment. C'est pas possible. Il n'y a que le désir qui permet d'amener à ça. La sexualité est le premier lieu des jeux de pouvoir. Et ça veut dire que vous essayez d'utiliser la sexualité comme un jeu de pouvoir. Je vais commander, je te ferai l'amour quand j'ai décidé, et moi j'accepterai quand j'ai décidé. Ça c'est du jeu de pouvoir. T'as pas été sympa aujourd'hui, pas question, il n'y aura pas. Ce soir c'est salade de cul tournée. Ça c'est du jeu de pouvoir. On le repère, le jeu de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de cystites. Il y a beaucoup d'Escherichia coli. L'Escherichia coli, c'est le microbe qui vient parler de la sexualité comme une denrée marchande. C'est-à-dire, avec mon sexe, j'obtiens du pouvoir. J'obtiens des avantages, j'obtiens des... Voilà. Ça, c'est et le deuxième germe qui vient parler de la difficulté à vivre le couple dans cette différence, c'est le fameux papillomavirus qu'on essaie d'éliminer actuellement, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, parce qu'il mute en permanence. Vous avez repéré, hein. Il mute. Et on vaccine contre 4 souches, puis 8 souches, il y en a 40, 50, 60, ça mute. C'est comme la grippe, ça mute tout le temps. Donc ça, plus un truc est important, plus il mute pour s'échapper, parce qu'il y a une fonction fondamentale. Et la fonction du papillomavirus, c'est cette capacité à accepter et à vivre avec le différent. C'est-à-dire, j'accepte de rentrer dans une sexualité avec quelqu'un qui ne va pas être exactement comme j'ai envie qu'il soit. Parce que tout le principe de la sexualité, c'est je peux accepter le différent et m'enrichir du différent. Aimer, c'est être intéressé à l'évolution spirituelle de l'autre. Être intéressé à l'évolution spirituelle de l'autre. Ça, c'est le principe amoureux. Il y a une autre expression que j'aime beaucoup, Scott qui dit l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Et l'action de l'amour, c'est l'attention. Ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Cette action, c'est la première des actions de l'amour, c'est l'attention. C'est comme si, avec la programmation de la sexualité, qui apparaît il y a 500 millions d'années, la vie avait programmé l'évolution spirituelle en nous mettant dans l'obligation de rencontrer l'autre
Et dans l'obligation d'une nécessité vitale de rencontrer l'autre, elle avait mis en nous la possibilité de l'évolution, la possibilité de l'amélioration, qu'on va retrouver dans la génétique, qu'on va retrouver dans les fonctions, et qu'on va retrouver dans cette échelle de Jacob formidable qui est la sexualité, avec une chose de plus en plus intéressante, c'est que avec les années, la sexualité masculine et féminine va se rapprocher de plus en plus, puisque, et ce sera mon dernier point, il y a la règle de pourcentage chez les hommes qui fait qu'à 15 ans, un homme a un désir qui est lié à 85% à l'intérieur de lui et à 15% à l'extérieur. Il ne faut rien à 15 ans pour demander. Un quart de je ne sais pas quoi et c'est parti. C'est même gênant. Vous vous retrouvez à 15 ans, vous ne faites pas exprès, c'est gênant. Et plus les années passent, quand vous dépassez 50 ans pour un homme, eh bien, c'est 50% à 50 ans, c'est 50% par l'intérieur et 50% par l'extérieur. Mais au-delà de 50 ans, à 70 ans, le désir est à 70% de l'extérieur et à 30% de l'intérieur. C'est-à-dire que ça fonctionne par l'intérieur de la relation et plus en dehors. C'est pour ça que les hommes qui sont castrés font vite des problèmes de prostate et qu'on a vite des problèmes de cet ordre-là parce qu'ils ont besoin qu'une relation fonctionne pour garder une sexualité qui va couler tout doucement jusqu'à tenir jusqu'à 90. Moi j'ai vu des gens au-delà de 90 ans garder une sexualité, c'est plus 3 fois par jour, je suis d'accord, mais j'ai vu des couples à 90 ans garder une sexualité quand même assez régulière. Donc, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, comment fonctionne la sexualité, comment la vie a mis en nous ce principe de sexualité et comment il est un moteur extraordinaire à la fois de sélection, de détermination de rencontre et de possibilité d'évoluer. Et c'est ça que je voulais vous présenter ce soir, comment les mystères de la vie nous donnent des clés fantastiques. Voilà.